Bonsoir à vous et bienvenue dans cette édition. Tchad-Mauritanie, arrivée du chef de l'État à Nouakchott pour l'investiture du président Al-Ghazouani. Le président de la République, chef de l'État, Mahamat Idriss Déby Itno, est arrivé cet après-midi à Nouakchott pour honorer de sa présence la cérémonie de prestation de serment de son homologue Mohamed Ould El-Ghazouani, prévue demain 1er août 2024. Le film de l'arrivée du chef de l'État dans la capitale mauritanienne avec l'équipe de la presse présidentielle dépêchée sur place. Assira Nambatingar. La Mauritanie est à la veille d'un événement d'envergure. Il s'agit de l'investiture à la magistrature suprême du président réélu, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani. Nouakchott, la capitale, rayonne d'un éclat particulier à cette occasion. La ville, habituellement paisible et baignée par les vents du désert, s'était métamorphosée. Des drapeaux flottants, des bannières colorées et des affiches annonçant l'événement ornaient les principales artères, tandis que des dispositifs de sécurité renforcés étaient visibles autour des lieux stratégiques, notamment le long de l'axe menant à l'aéroport international Nouakchott-Oumtounsy. C'est dans cette ambiance solennelle que l'avion transportant le président de la République, chef de l'État, Mahamat Idriss Déby Itno, faisait le tour de la piste avant de s'immobiliser. Le chef de l'État est accueilli à sa descente de l'avion par le Premier ministre mauritanien, Mohamed Ould Bilal. S'ensuivent les honneurs à lui réservés par la garde verte. Le rythme accéléré de l'arrivée des délégations étrangères n'a pas permis aux deux personnalités d'avoir quelques minutes d'échange au salon d'honneur. Aussi, le chef de l'État, Mahamat Idriss Déby Itno, a-t-il été conduit devant le cortège qui attendait lui et sa délégation pour le centre-ville de Nouakchott. La Mauritanie et le Tchad, qui partagent une longue histoire de coopération et de solidarité, sont membres de plusieurs organisations régionales, notamment la communauté des États sahélo-sahariens, le comité permanent inter-État de lutte contre la sécheresse dans le Sahel et le G5 Sahel. Ces plateformes multilatérales permettent à ces deux pays de collaborer étroitement sur des questions de sécurité, de développement et d'intégration économique. Il convient de noter que le président mauritanien Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, également président en exercice de l'Union africaine, avait honoré de sa présence l'investiture du chef de l'État, Mahamat Idriss Déby Itno, le 23 mai dernier à N'Djamena. Ce geste symbolique reflète le respect mutuel et l'engagement des deux dirigeants à renforcer les liens entre leurs deux pays. La participation du chef de l'État, Mahamat Idriss Déby Itno, à la cérémonie d'investiture de son homologue Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani témoigne non seulement des relations privilégiées entre le Tchad et la Mauritanie, mais aussi de l'importance de la coopération africaine pour surmonter les défis communs. En séjour à Libreville, sur invitation de son homologue gabonais, le président du Conseil constitutionnel, Jean-Bernard Padaré, a eu une séance de travail avec ce dernier. Au menu de la rencontre, le renforcement de la collaboration entre le Conseil constitutionnel du Tchad et celui du Gabon. Jean-Bernard Padaré a également été reçu en audience par le président de transition gabonaise, le général Brice Oligui Nguema. Ali Haki. Au palais Rénovation de Libreville, Maître Jean-Bernard Padaré, président du Conseil constitutionnel du Tchad, accompagné de son collègue gabonais Dieudonné Abba Ono, est reçu avec honneur en audience par le président de transition gabonaise, Brice Oligui Nguema. Les échanges entre le président gabonais et le premier responsable de l'instance constitutionnelle tchadienne ont porté sur le renforcement des liens entre le Tchad et le Gabon pour la préservation et la promotion de l'état de droit en faveur des peuples des deux pays, frères et amis. Les deux personnalités se sont également félicitées du succès que le Tchad a enregistré dans l'organisation de l'élection présidentielle de mai 2024. Maître Jean-Bernard Padaré, au sorti de l'audience. J'ai estimé qu'il était important qu'avant qu'on entre dans le vif du sujet de nos échanges, que je vienne présenter mes civilités au président de la République. Et j'en ai profité pour lui transmettre les salutations fraternelles de son frère Mahamat Idriss Déby Itno. Du palais présidentiel, Maître Jean-Bernard Padaré a été conduit par son collègue Dieudonné Abba Ono au siège du Conseil constitutionnel gabonais, où il a eu droit à une visite guidée. Les deux présidents ont ensuite eu une séance de travail qui a permis de mettre un projet de création d'un cadre de concertation avec l'ambition de l'élargir dans l'espace CEMAC. Nous avons l'ambition de mettre en place
l'association, si cela est possible, mais je lui donne le leadership de contacter nos frères de la zone CEMAC de façon à ce qu'on mette en place l'association de cours constitutionnels de la zone CEMAC, ce qui nous permet d'échanger, de renforcer les liens, parce qu'il est important dans cette ère, avec des chefs d'État qui ont des visions futuristes, que nos institutions également se rapprochent et renforcent leurs liens de coopération pour agir dans le même sens que ce que voudrait notre peuple, nos concitoyens. Très satisfait de son séjour à Libreville, au Gabon, le président du Conseil constitutionnel souhaite le maintien de cet élan de collaboration pour le rayonnement des instances constitutionnelles dans l'espace CEMAC. Le Premier ministre chef du gouvernement, l'ambassadeur Alama Halina, a présidé ce mercredi 31 juillet au ministère des Affaires étrangères la journée internationale de la femme africaine. Investir dans l'éducation, sécuriser l'avenir des femmes et des filles en Afrique, c'est le thème retenu cette année. Alexis Damsigé nous fait le point. La femme africaine est à l'honneur ce 31 juillet 2024 à l'occasion de la célébration de la Journée internationale de la femme africaine. Une journée placée sous la thématique « Investir dans l'éducation, sécuriser l'avenir des femmes et des filles en Afrique ». Une occasion tout indiquée pour les femmes qui célèbrent cette journée avec leurs sœurs des différentes communautés africaines vivant au Tchad. Les différentes interventions qui ont marqué cette célébration ont mis en exergue la valeur et les mérites de la femme africaine. Madame le maire de la ville d'Injamena, le représentant de CARE International, partenaire de cet événement, la présidente de caucus des femmes panafricaines, tous se sont relayés pour rendre un hommage à la femme africaine. La ministre d'État en charge de la femme et de la petite enfance, Amina Priscilla Longo, quant à elle, se réjouit de l'importance que le chef de l'État accorde à la femme, d'où sa place dans son projet de société. Si la Journée internationale de la femme africaine nous donne l'occasion de mesurer le chemin parcouru, en matière des droits de femmes, il est également important pour nous de nous projeter vers l'avenir. C'est pourquoi, au-delà de la scolarisation des filles et de leur maintien dans le système éducatif, il est important d'orienter les filles vers les sciences, la technologie, l'ingénierie et les mathématiques. Car c'est une préoccupation majeure voulue par le président de la République, chef de l'État, Mahamat Idriss Déby Itno, qu'il a inscrit dans son projet de société à l'action 45 du chantier 5. Si on a pu avoir aujourd'hui au Tchad la première, l'excellente, la meilleure des bacheliers, donc la première sur toute l'étendue du Tchad, c'est une fille, et le mérite revient à ses parents mais aussi aux enseignants. C'est lors du premier congrès de l'organisation panafricaine tenu à Dakar le 31 juillet 1974 que cette journée internationale de la femme africaine est instaurée. La 50e édition, célébrée ce 31 juillet 2024, a été teintée par l'animation du ballet national, d'une prestation de la jeune slameuse Triciana et surtout d'une danse d'un groupe de femmes togolaises vivant au Tchad. Tout en reconnaissant le rôle et la place de la femme au sein de la société africaine, le Premier ministre réaffirme l'engagement de son gouvernement en faveur de la femme et surtout pour l'éducation de la fille tchadienne, d'où la gratuité des frais de scolarité des Tchadiennes dans les écoles et universités publiques dès la rentrée prochaine. Suivez le chef du gouvernement. Je suis heureux de voir les femmes ressortissantes d'autres pays africains se joindre à leurs sœurs tchadiennes pour la commémoration de cette journée. Femmes africaines, vous êtes l'Afrique, vous êtes le monde. J'émets le vœu ardent que vous transmettiez les valeurs du panafricanisme à vos enfants pour maintenir vivants les idéaux pour lesquels nos pères fondateurs se sont battus. Je souhaite vivement que les instances de l'Union africaine développent des initiatives et programmes hardis pour investir véritablement dans votre éducation afin de vous doter des moyens de lutte contre les fléaux qui s'agrippent à notre continent.
L'amélioration de la condition féminine est un engagement résolu du président de la République, chef de l'État, Mohamed Idriss Déby Itno. Et le thème de la célébration de cette journée internationale de la femme africaine vient renforcer la justesse de la vision sociale du chef de l'État en faveur de la femme et de la fille. Dans son projet de société, le chef de l'État a consacré l'un des 12 chantiers de son quinquennat, notamment le chantier numéro 5, à la femme et à la fille. Le gouvernement que j'ai l'honneur de diriger est à l'œuvre pour gagner ce pari. S'agissant spécifiquement de l'éducation, le gouvernement s'est engagé à rendre gratuite et obligatoire l'éducation nationale à tous les enfants avec un accent particulier sur la fille. Pour l'année académique qui se profile à l'horizon, l'admission des filles dans les universités et institutions d'enseignement supérieur du public sera gratuite. Justement, la ministre d'État, ministre de la Femme et de la Petite Enfance, par un communiqué, remercie vivement le président de la République, chef de l'État, pour sa politique de clairvoyance en faveur de la promotion et de l'autonomisation de la femme tchadienne consignée dans le chantier 5 de son programme politique. La quintessence de cette politique a clairement transparu dans la déclaration du Premier ministre, chef du gouvernement, ce jour 31 juillet 2024, à l'occasion de la Journée internationale de la femme africaine. Le chef du gouvernement a déclaré que pour l'année académique qui se profile, l'admission des filles dans les universités et institutions d'enseignement supérieur public sera gratuite. Cette importante et courageuse déclaration est unanimement saluée par toute la communauté tchadienne et surtout par les élèves, les étudiants, mais aussi par les parents d'élèves de notre pays. Le communiqué, je le disais, porte la signature de la ministre d'État, ministre de la Femme et de la Petite Enfance, Amina Priscille Longo. Des grosses pluies sont tombées sur la ville de N'Djamena et ses environs ces derniers jours. Et là, on enregistre par endroits des inondations. Accompagné de quelques membres du gouvernement, le Premier ministre a sillonné quelques quartiers de N'Djamena ce 30 juillet pour s'imprégner de la situation. Le point avec Boulga David. Les pluies qui se sont abattues sur la ville de N'Djamena et ses environs ont inondé certains quartiers et fait des dégâts matériels. Ce mardi 30 juillet, le Premier ministre, l'ambassadeur Alamay Halina, accompagné de quelques membres du gouvernement, est descendu sur le terrain pour constater les dégâts causés par les eaux pluviales et combattre avec les sinistrés. Sur le terrain, les dégâts sont visibles et les eaux stagnantes continuent de menacer. À Ndiari, dans la commune du 8e arrondissement, le bassin de rétention est débordé, entraînant des inondations dans quelques concessions. Face à cette situation, le Premier ministre échange avec les techniciens du ministère en charge de l'aménagement du territoire et ceux de la voirie, donne des orientations pour limiter la progression des eaux de ruissellement. En compatissant avec les sinistrés, le Premier ministre a instruit les responsables concernés par la question de penser aux sites devant abriter les sinistrés des inondations. Le chef du gouvernement et sa délégation se sont rendus ensuite à Diguel et sur le site de pompage de Lamaji. Là, les motopompes sont en marche pour l'évacuation des eaux pluviales. Le Premier ministre, l'ambassadeur Alamay Halina, rassure que d'autres actions seront menées pour contrer les inondations. Nous demandons également la patience de la population. Nous sommes à leur côté et Inch'Allah, nous voulons qu'on va trouver une solution à leur situation précaire en ce moment. Et je voudrais également lancer un appel à l'équipe de la mairie, du ministère de l'urbanisme, l'équipe qui est mise sur pied pour répondre très promptement aux inondations, de continuer à faire le travail, de ne pas du tout avoir de répit. Et que les curages de caniveaux, les curages de canaux doivent continuer. Pour minimiser en fait un peu ces inondations. Parce qu'on est encore en début du mois d'août. Peut-être que le pire c'est devant, mais il vaut mieux anticiper que de riposter. Comme on le voit, le gouvernement ne ménage aucun effort pour mettre la population hors du danger des inondations.
Dans le cadre de la session extraordinaire 2024 du Conseil national de transition, il est soumis ce matin au Conseil national pour adoption le dernier projet de loi organique pour lequel cette session est ouverte. Il s'agit de la loi organique déterminant le nombre des dénominations et les limites territoriales des collectivités autonomes. Thomas Mandjali. Plénière de la session extraordinaire 2024 à l'hémicycle, sur la table des conseils nationaux, le projet de loi organique déterminant le nombre, les dénominations et les limites territoriales des collectivités autonomes. Face aux conseils nationaux pour le défendre, le ministre d'État, ministre de l'administration du territoire, Liman Mahamat. Avec l'option donc de la décentralisation, le gouvernement répond à l'aspiration légitime de notre peuple qui voudrait être associé pleinement à la gestion des affaires publiques, notamment en essayant donc de développer les énergies locales qui doivent être promues dans le sens des légitimes espérances communautaires pour que le cadre et le niveau donc, de vie donc, de population soient améliorés. L'idée du gouvernement à travers ces projets de loi organiques est de créer des cadres territoriaux plus gérables à partir desquels doivent s'entreprendre les actions de développement économique et social. Un bon projet qui intéresse plus d'un. Et dans la foulée, s'ouvrent les discussions générales. Les préoccupations sont axées sur les critères d'ériger les sous-préfectures en communes, les modifications des noms, la proximité de certaines localités, la croissance démographique dans d'autres, les critères de création des entités locales, entre autres. À ces préoccupations, voici les réponses du gouvernement. L'administration territoriale ne doit pas être donc figée. Elle doit évoluer en fonction quand même donc des aspirations donc des populations. Donc toutes les demandes qui ont été donc adressées, pour peu qu'elles soient quand même donc soutenables, doivent être donc étudiées par les services et on leur réservera donc des suites. L'État à lui seul ne peut pas résoudre donc tous nos problèmes. Il faudrait bien la contribution donc, des concernés pour que chez eux, leur sort, leurs conditions de vie changent. Avec cette loi, toute la population à la base aura la possibilité de contribuer à la gestion des affaires publiques. Un dernier document qui vient asseoir la politique du gouvernement en matière de développement durable à la base. Car désormais, les collectivités autonomes du Tchad sont structurées en 23 provinces et 500 communes, dont 259 communes urbaines et 241 communes rurales. S'acquittant de leur devoir d'accompagner le gouvernement et en tenant compte de tous les paramètres, les conseillers nationaux ont adopté ces projets de loi organique par 164 voix pour, 1 contre et 3 abstentions. Il s'est tenu ce matin en N'Djamena un atelier de lancement du rapport thématique pays. Cet atelier est placé sous le thème « Impulser la transformation structurelle du Tchad par la réforme de l'architecture financière mondiale ». Objectif, booster la production agricole et diversifier l'économie nationale à travers des investissements des partenaires au développement. C'est le ministre d'État, ministre des Finances, du Budget, de l'Économie et du Plan qui a présidé la cérémonie en présence de son collègue de l'élevage, Al-Hajj Mohamed Suleiman. Le ministère en charge des Finances et la Banque africaine de développement, BAD, lance officiellement les rapports thématiques pays. Objectif, impulser la transformation structurelle de l'économie tchadienne. Nous estimons effectivement que l'Afrique arrive à un moment de son histoire où il faut plus que jamais accroître toutes les activités en lien avec la transformation structurelle. Nous pensons que dans le cadre de la finalisation du plan national de développement, le Tchad, effectivement, la question de la transformation structurelle qui se posera, et nous devons conjuguer nos efforts, appuyer les autorités nationales pour que cette transformation structurelle puisse être le levier d'un bon plan national de développement. Pour les ministres d'État, ministres des Finances, du Budget, de l'économie et du plan, l'Afrique a besoin de financements pour booster son économie. Je pense qu'aujourd'hui, on pourra échanger, enrichir le débat pour que la Banque africaine et toutes les parties concernées et nos États puissent plaider davantage pour que plus de ressources puissent être consacrées à l'Afrique qui a les plus gros besoins en matière d'investissement et de financement dans le monde actuel. Le ministre Tahir Hamid Ngili a souligné également que le Tchad dispose plusieurs potentialités
en matière de développement socio-économique du pays. Selon les techniciens en la matière, contactés par vidéoconférence au cours de cette rencontre, malgré les efforts consentis par les plus hautes autorités du pays en matière de développement, le Tchad doit miser sur les secteurs agricoles et celui de l'élevage pour améliorer davantage sa politique budgétaire. Le ministre de la Santé publique, Dr Abdelmejid Abderrahim, a réceptionné ce matin les clés de moyens roulants à 4 roues en don de la Banque mondiale et de la Banque islamique de développement qui vise à renforcer le système sanitaire au Tchad. Varelaj. Le parc automobile du ministère de la Santé publique se renforce davantage. La Banque mondiale et la Banque islamique de développement à travers le projet de renforcement de la santé maternelle et infantile ont offert à ce département ministériel des moyens roulants à 4 roues à l'effet d'améliorer la santé maternelle et infantile. Nous, en tant que représentants de la Banque islamique de développement, nous sommes honorés pour la remise de ces moyens roulants qui permettront aux différents centres chefs de district de se déplacer, compte tenu de l'étendue du territoire tchadien que nous connaissons. Ces moyens roulants, composés des ambulances et des véhicules de supervision, illustrent la coopération fructueuse entre le Tchad, la Banque mondiale, la Banque islamique de développement et l'UNICEF, chargés de superviser le dit projet. Jacques Boyer, représentant résident de l'UNICEF au Tchad, met un accent particulier sur leur bonne utilisation. Ces véhicules sont destinés à faciliter les déplacements des équipes cadres de district bénéficiaires pour les supervisions et l'appui aux centres de santé et aux agents de santé communautaires de leurs districts respectifs dans l'offre de services de santé en faveur du couple mère-enfant d'une part et aux directions concernées pour le suivi de l'exécution des activités du projet et tous les appuis nécessaires aux délégations et districts de santé d'autre part. Le ministre de la Santé publique, Dr Abdelmejid Abderrahim, rassure les donateurs que ces moyens roulants seront déployés dans les zones d'intervention du projet. Le moyen roulant sert à renforcer le système de santé parce que le système de santé doit être renforcé par la supervision, la formation des personnels sur les santé, mais également le transfert des malades. Mais comme il l'a dit tout à l'heure, le représentant de l'UNICEF, il faut les utiliser de façon rationnelle au bénéfice de la population. Et nous allons veiller avec une matrice de suivi en continu. Ces 20 ambulances de la Banque mondiale, 3 ambulances et 14 véhicules de supervision de la BID, Banque islamique de développement, viennent s'ajouter à d'autres actions visant à assurer le bien-être de la population tchadienne. En marge de la tenue du forum sur la coopération numérique sino-africaine qui se tient à Beijing en Chine, le directeur général de l'ADETIC et le vice-président de la société Huawei ont procédé à une signature ce 31 juillet 2024. C'est la signature d'un mémorandum d'entente. C'était en présence du ministre des Communications, de l'économie numérique et de la digitalisation de l'administration, Dr Bokar Michel. Varelaj. Le ministre des Communications, de l'économie numérique et de la digitalisation de l'administration, Dr Bokar Michel, accompagné de sa délégation, se trouve dans la ville de Shenzhen en Chine sur invitation de la société Huawei qui est un fournisseur mondial d'équipements et d'infrastructures des technologies de l'information et de la communication. La délégation a eu une séance de travail avec les responsables de la dite société. Une séance de travail qui s'est débouchée sur la signature des mémorandums d'entente. Le document est paraphé entre le directeur général de l'ADETIC, agence de développement des technologies de l'information et de la communication, Adoum Jimé Saboun, et le vice-président de Huawei, Li Jinfeng. Le document signé entre les deux parties, sous l'œil admiratif du ministre des Communications, Dr Bokar Michel, ouvre une nouvelle page de coopération entre la Chine et le Tchad dans le secteur des technologies de l'information et de la communication. L'objectif de ces mémorandums consiste principalement la mise en exploitation de notre data center national ainsi que son backup était déjà construit par la même société Huawei. Et nous avons également mentionné le volet de la gestion, de la formation, ainsi que le transfert de compétences à nos ingénieurs, nos techniciens tchadiens,
Et nous avons également parlé du volet également de la formation pour, avec l'école nationale et institut du Tchad. Certainement, Huawei va nous accompagner sur cette volet aussi. La Chine et le Tchad trouvent qu'il est impératif de saisir les opportunités offertes à l'ère du numérique pour renforcer la coopération et de promouvoir la modernisation des infrastructures dans les intérêts communs afin de construire une communauté numérique qui pourra combler sans nul doute le fossé numérique. Pour s'imprégner du fonctionnement de l'Agence nationale des investissements et des exportations, le ministre du Commerce et de l'Industrie, Guibolo Fanga Mathieu, a effectué cet après-midi une visite au siège de cette agence qui joue un rôle important dans le secteur économique du pays. Al-Moubna Abdoulaye. L'Agence nationale des investissements et des exportations a une interface de promotion des activités industrielles, commerciales et artisanales au regard de son rôle important dans l'économie tchadienne. Le ministre du Commerce et de l'Industrie, Guibolo Fanga Mathieu, a effectué une visite dans cette agence. Accueilli par le directeur général de l'ANI, Kassim Lol Mamadchoua, le ministre a été édifié sur le fonctionnement et les difficultés pour le directeur général. Son institution joue un rôle d'intermédiaire entre les investisseurs et les opérateurs économiques. Le ministre sort rassuré de cette rencontre. Il faut immanquablement passer par l'ANI qui est la porte d'entrée dont le rôle est crucial. Et nous allons travailler au sortir de cette séance à la suite, bien évidemment, de mon mot, lors de la prise de mon service, à améliorer le climat des affaires. Améliorer le climat des affaires à travers la simplification des procédures administratives, parce que nous allons partir de l'ancien système vers la digitalisation, parce qu'il faut dématérialiser maintenant. Le ministre du Commerce et de l'Industrie, Guibolo Fanga, a félicité les responsables de l'ANI pour le travail accompli et encourage ceux-ci à plus d'efforts pour relever les défis. Le chef d'état-major particulier du président de la République, le général de corps d'armée Ramadan Erdebou Dougourou, a fait une descente ce matin à la manufacture d'équipements et de maroquinerie. C'est pour encourager le personnel qui travaille sans relâche pour la valorisation de notre armée. Katnouba Théophile. Cette visite du chef d'état-major particulier du président de la République, le général de corps d'armée Ramadan Erdebou Dougourou, à la manufacture d'équipements et de maroquinerie Manem vise à constater les conditions de travail de ces jeunes femmes et hommes civils et militaires et les encourager dans leurs tâches. Un travail qui permet de donner une image positive des forces de défense et de sécurité à travers le renouvellement de leur équipement. Accueilli par le directeur général de la MANEM, le général de brigade Mamad Alachi Oudemi, le chef d'état-major particulier du président de la République a eu droit à une visite guidée dans tous les compartiments du grand bâtiment, en commençant par le magasin des produits finis. S'en est suivi la salle du bureau d'études où est installé le GBR, qui est un appareil informatique de programmation. Puis la grande salle où se trouve tout l'arsenal de production, en commençant par le chariot, le matelas de rouleau, les ciseaux verticaux et les machines à coudre. La salle de maintenance où sont réservées les pièces de réchange et la salle de la broderie ont constitué les dernières étapes de cette descente du général de corps d'armée Ramadan Erdebou Dougourou à la MANEM. Cette visite du chef d'état-major particulier du président de la République, général de corps d'armée Ramadan Erdebou Dougourou à la MANEM, traduit l'importance que les plus hautes autorités accordent à cette institution militaire. L'ambassadeur du Royaume du Maroc au Tchad a offert hier un dîner à l'occasion du 25e anniversaire de la fête du trône au Maroc. Plusieurs invités, au rang desquels la ministre déléguée auprès du ministre des Affaires étrangères Fatimé Al-Dine Garfa, étaient présents. Varelaj. Le 25e anniversaire de la fête du trône au Maroc a été célébré ce 30 juillet. Un anniversaire qui marque l'intronisation du roi Mohamed VI
en 1999. Ici au Tchad, la communauté marocaine réunie autour de l'ambassadeur du royaume chérifien Abdelatif Eroja, le doyen des corps diplomatiques, a offert un dîner festif. La ministre déléguée auprès du ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Fatime Adjine Garfa, quelques membres du gouvernement, des corps diplomatiques et de plusieurs autres invités de marque ont rehaussé de leur présence cette cérémonie. Le diplomate marocain au Tchad, Abdelatif Eroja, qui salue la mobilisation des invités à cette fête, justifie que c'est un moment historique pour la nation marocaine dans le passé, le présent et dans le futur. C'est une occasion de fierté, commémorée avec un immense honneur au cours de laquelle le peuple marocain renouvelle son attachement au pacte d'allégeance et au lien indéfectible avec ses rois. La célébration de l'anniversaire de l'accession de Sa Majesté le roi Mohamed VI au trône de ses ancêtres est gravée dans un référentiel multisymbolique projetant l'histoire millénaire du royaume du Maroc. Au cours des retrouvailles, la coopération entre le Tchad et le Maroc est mise sous les projecteurs. Pour l'ambassadeur Abdelatif Eroja, elle se progresse en qualité et quantité, ce qui fait du Maroc le premier pays africain d'investisseurs au Tchad. La secrétaire d'État à la santé publique, Bourko-Louise Ngara-Domri, a présidé cet après-midi une cérémonie de remise des attestations aux experts formateurs sur la prise en charge des plaies chroniques et complexes. C'était en présence de la coordinatrice du programme national de lutte contre le cancer, Dr Fatima Abderrahman Hagar. Nodiam Rosine Korodé. À la faveur de cette formation, les experts formateurs outillés sur la prise en charge efficace des plaies chroniques et complexes ont reçu leur parchemin. Le représentant de l'association Orthopédie Alliance Tchad salue le leadership du ministère de la Santé publique et de la Prévention pour avoir facilité cette formation des formateurs si importante pour la population tchadienne. Je me permets aussi, pour être le porte-parole des participants, pour plaider auprès de vous, afin d'accélérer la création d'une unité de prise en charge des grands brûlés. Parce que nous n'en avons pas dans ces pays et les praticiens et les patients souffrent. La coordonnatrice du programme national de lutte contre le cancer exhorte les participants à mettre en pratique les connaissances reçues. Grâce à cette formation, nos experts formateurs seront mieux préparés pour dispenser le soin de qualité, réduire les complications et favoriser la cicatrisation des plaies. Pour la secrétaire d'État à la santé publique, cette formation s'inscrit dans la droite ligne de la politique du gouvernement. Nous devons agir pour combler cette lacune. Nous devons former des professionnels de la santé qualifiés dans la prise en charge des plaies chroniques. Cette formation doit couvrir les connaissances fondamentales sur les types de plaies chroniques, les mécanismes de cicatrisation, les différents stades de cicatrisation, les types de pansements, la détection des plaies et bien plus encore. Cette initiative est le fruit d'un projet de lutte contre le cancer en collaboration avec l'Association pour l'orthopédie Alliance Tchad. Une délégation de la Haute Autorité des médias audiovisuels a eu une séance de travail à l'ONAMA ce matin avec les responsables de l'office. Cette séance s'inscrit dans le cadre des activités du suivi et évaluation des activités des médias publics par la HAMA. Al-Hajj Mohamed Suleiman. D'évaluation de la mise en œuvre du cahier des charges de l'ONAMA, la haute autorité des médias audiovisuels HAMA a déployé ses conseillers dans ces médias publics. Conduite par le conseiller Assime Hassan Al-Helou, l'équipe de la HAMA a eu des rencontres avec les responsables de l'ONAMA. Il s'agit d'évaluer le niveau d'exécution des recommandations issues de la mission diligentée en juillet 2023 de la Direction générale à la Direction de Télé-Tchad à celle de Radio-Tchad et dans les différents services visités, les réalités sont les mêmes. Des efforts ont été fournis, mais l'ONAMA est confronté à des moyens financiers pour mettre en œuvre toutes les recommandations à ce niveau. Les responsables plaident auprès de la HAMA afin d'intercéder auprès des plus hautes autorités.
L'équipe de l'organe de régulation a été largement édifiée sur toutes les contraintes, les défis et les perspectives. Mais certaines recommandations ont été quand même exécutées et d'autres non. Mais pourquoi ils n'ont pas été exécutés? Ils nous ont aussi avancé les raisons. Ensemble, on essaye de remonter toutes ces difficultés aux plus hautes autorités pour que l'ONAMA doit fournir un programme bien garni, un programme attrayant, un programme captivant. Le conseil de la Hama n'a pas manqué d'encourager le personnel qui déploie des efforts en dépit des moyens limités. L'UNICEF, en collaboration avec le ministère des Communications, de l'économie numérique et de la digitalisation de l'administration, organise depuis ce matin à la Maison des médias un atelier de formation des points focaux de l'UNICEF venant de N'Djamena et des provinces. Formation axée sur la protection des droits de l'enfant dans les médias. Ali Haki. Promouvoir la protection des droits de l'enfant et des mineurs dans les médias en mettant l'accent sur le plaidoyer est l'une des priorités de l'UNICEF. Et ceci entre dans le cadre du programme plaidoyer du ministère des Communications, ce qui justifie l'organisation de cette présente formation de points focaux, initiée par l'UNICEF en collaboration avec le ministère des Communications. Ils sont venus de N'Djamena et de provinces. Cette formation est axée sur la protection des droits de l'enfant dans les médias. Elle va ainsi contribuer à la production et à la diffusion de contenus médiatiques relatifs aux droits de l'enfant. Selon la chef de section communication et engagement des jeunes de l'UNICEF, les journalistes jouent un rôle important dans la gestion des droits de l'enfant. Les journalistes sont importants. Les médias sont importants. Et si nous voulons faire avancer les questions relatives aux droits de l'enfant, nous ne pouvons que nous faire des alliés. Et l'UNICEF pense que les journalistes sont des alliés de taille. Le secrétaire général du ministère des Communications demande aux participants d'être ponctuels et assidus pour bénéficier des enseignements d'éminents formateurs. Je voudrais pour ma part vous exhorter à plus d'assiduité et une participation active au cours des différents modules qui vous seront présentés par les éminents formateurs. Que ces 3 jours consacrés à cette formation vous seront très utiles afin de mettre en pratique les enseignements transmis en matière de protection et de promotion des droits de l'enfant dans vos organes respectifs. Ils sont au total 25 journalistes points focaux de l'UNICEF à bénéficier de cette formation qui s'étend sur 3 jours. Remise officielle des diplômes de fin d'études aux lauréats de la première promotion des auditeurs du cycle national de perfectionnement en management de la performance de l'administration publique de l'ENA. La cérémonie s'est déroulée hier matin au sein de l'École nationale d'administration. Les lauréats, vous allez le suivre, ont des parcours différents. Ils viennent aussi bien de l'administration publique que du secteur privé et de la société civile. Almouna Abdoulaye. 26 lauréats de la première promotion des auditeurs du cycle national de perfectionnement en management de la performance de l'administration publique de l'École nationale d'administration ENA disposent désormais d'un parchemin. Ils ont acquis des expériences dans les domaines de l'administration. Ces lauréats sont aujourd'hui mieux outillés pour relever les défis, innover, inspirer et contribuer activement à l'amélioration de la performance de l'administration. La présidente du comité d'organisation et le représentant des lauréats se sont relayés pour relever l'importance de cette formation et les valeurs acquises pour contribuer au développement du pays. Selon les responsables du cycle national de perfectionnement, Youssouf Mamad Youssouf, cette formation a été pensée, travaillée, affinée et discutée durant 12 mois avant de voir le jour. Le directeur général de l'ENA, Dr Mohamed Borgo Hassan, a relevé que ces diplômes est le fruit des efforts et un gage de reconnaissance des compétences et des potentiels. Cette promotion, de par son importance, constitue la preuve que le gouvernement tchadien n'a point renoncé à son ambition de doter l'administration des cadres compétents, en dépit des difficultés que l'ensemble des pays du Sahel traversent. Ces auditeurs proviennent des horizons divers, dont 80% sont issus de l'administration publique, 15% du secteur privé et 5% de la société civile. L'ENA a également honoré certains responsables administratifs en reconnaissance des efforts déployés pour soutenir les services fournis.
Avec la saison des pluies, les cas de paludisme augmentent considérablement et il faut redoubler de vigilance. Et dans le cadre de la lutte contre cette maladie, quelques gestes simples et pourtant très importants sont à poser, surtout dans le domaine de la prévention. Le coordonnateur du programme national de lutte contre le paludisme, Dr Mohamed Saleh Zahradiar, nous donne des détails. Il est au micro de Adoum Brahim Ramis. Effectivement, nous sommes dans la période de haute transmission du paludisme. Donc, pendant la saison des pluies, chaque année, nous avons un flambé des cas de palud. Et ces flambées des cas de palud évoluent en fait du mois de juillet au mois d'octobre, donc au niveau national pour la plupart du temps, mais avec quelques variations, notamment en fait à N'Djamena où les saisons sont plus longues. Et nous avons également remarqué avec les inondations et les changements climatiques, les saisons de haute transmission dépassent maintenant en fait les 4 mois habituels du mois de juillet à octobre, mais ça va au-delà même de cette période. Donc de la première semaine à la 29e semaine, donc nous, en termes de cas, c'est en termes de semaines qu'on collecte parce que c'est une maladie qui est sous surveillance épidémiologique. De la première semaine à la 29e semaine, c'est-à-dire jusqu'au 21 juillet 2024, nous avons dénombré environ 600 000 cas. Donc c'est 590 000 cas pour être plus précis. Et parmi ces 590 000 cas, nous avons également dénombré donc 752 décès liés au paludisme. Nous mettons en œuvre la chimioprévention du paludisme saisonnier qu'on vient de lancer. Et cette stratégie, nous la menons chaque année pour protéger les enfants de moins de 5 ans. Et donc, c'est des médicaments qu'on leur donne, ça les protège pendant 28 jours. Et chaque mois, les mêmes agents repassent de ménage en ménage pour administrer les mêmes traitements. Nous avons disposé au niveau de tous les centres de santé les médicaments pour la prise en charge du paludisme qui se fait également gratuitement, donc les ACT et les TDR. Au niveau des hôpitaux de district, nous avons disponibilisé de l'artésunate injectable. Dans le cadre de la prévention, nous avons mis à la disposition également de tous les centres de santé de la SP, donc la sulfadoxine pyrimétamine, pour les femmes enceintes. Également les moustiquaires de routine pour les femmes enceintes et les enfants qui viennent en consultation prénatale. Tout puissant et l'export retrouve les compétitions des clubs de la Confédération africaine de football. Les jaunes et noirs seront bientôt dans l'arène. C'est pourquoi ils se préparent activement au stade de Paris-Congo dans le 6e arrondissement de la capitale. Katnoba Théophile a suivi leur séance d'entraînement de ce début de semaine. Tout puissant Elec Sport renoue avec les compétitions de la Confédération africaine de football CAF 2 ans après être sorti au premier tour par l'emblématique club égyptien, le Zamalek Sporting Club du Caire, aguerris dans ces compétitions continentales où ils sont habitués à se frotter aux grosses pointures. Les jaunes noirs de la capitale multiplient les séances de préparation tactique et technique. Le moral est au beau fixe. On va finir la préparation de N'Djamena avec un match amical et après on va s'envoler pour le Cameroun où on aura 2 voire 3 matchs amicaux avant de partir pour Koumassi. Les poulains de Madiadoum Tokomo qui affichent un moral au beau fixe entendent donner les meilleurs d'eux face aux Ghanéens de Nostrumène. Karl Max Dani. On est en train de suivre aussi les conseils de nos 2 techniciens. Donc aujourd'hui nous sommes conscients aussi de la situation parce que tout le pays est derrière nous. Donc on va faire de nos mieux pour assimiler ce que les entraîneurs nous donnent. Une détermination qui motive davantage l'entraîneur du club de la société tchadienne d'eau qui loue la détermination de ses dirigeants. Pour le moment, sur le plan matériel, il n'y a pas tellement de problèmes. Bien que sorti en 2002 au premier tour de la Coupe de la CAF, les prestations de l'Ec Sport face au Cercle Mbéry de Libreville et l'Espérance sportive de Tunis en Ligue des Champions continuent toujours par hanter les esprits des dirigeants des clubs africains. C'est tout pour cette édition. Bonne suite de programmes sur Téléchat.